Bonjour à toutes et à tous, ou presque bonsoir en fait, parce qu'il est bientôt 18h et je sors seulement de chez moi. Je me suis accordé une petite matinée off littéralement, hein, pas off théâtre. Et je mange un petit pain au sucre parce qu'il n'y avait plus de sandwich à la boulangerie. C'est très équilibré tout ça. Bref, bon en plus super la matinée off. J'ai fait du montage, j'ai fait une lessive, j'ai bossé parce que j'ai un job dans la vraie vie là, quand même. Là, je vais voir le Milo Rao, la reprise à 18h et à 22h j'ai Trans. Je n'ai rien lu sur le Milo Rao parce que je ne voulais rien me spoiler. Je sais que tout le monde a adoré, les critiques sont dithyrambiques. Mais c'est tout ce que je sais, je ne veux pas en savoir plus. Il fait particulièrement chaud aujourd'hui, je dégouline. Ouais. C'est enregistré. J'ai pris un petit peu de temps là pour réfléchir. C'est quand même un spectacle qui utilise le fait divers, un fait divers qui est d'une extrême violence, qui est une agression, qui est pire qu'une agression, qui est un meurtre homophobe. C'est un prétexte pour raconter le théâtre. Qu'est-ce que le théâtre? Quels sont les outils à notre disposition pour raconter la tragédie, pour créer l'émotion, créer l'empathie? Et donc, pour ça, il montre un processus créatif. Mais ceci dit, on a deux niveaux de théâtralité, puisque ce processus créatif-là, il est factice lui-même. Même s'il s'inspire du réel, il est complètement retravaillé. Ça commence par les auditions, et puis ensuite on va commencer à travailler les gestes, comment on frappe, comment on fait semblant de parler une langue qu'on ne maîtrise pas, comment on crée l'illusion théâtrale. Donc vraiment au début du spectacle, on nous donne toutes ces informations qui font l'illusion théâtrale. Et pourtant, quand le drame arrive, là on est dans une reconstitution assez réaliste, très violente. On retrouve ces coups, ces faux coups de pied, ces faux coups de poing. Et là on se rappelle de la leçon qu'il y a eu au début sur comment on donne un faux coup de pied. On retrouve ce mec qui parle une langue qu'il ne maîtrise pas. Et c'était très drôle au début, et là d'un coup ça devient plus drôle du tout. Parce qu'on est dans l'illusion. Puis c'est aussi montrer comment cette illusion elle peut évoluer, comment les codes du théâtre peuvent être plus ou moins réels. Parce que si les coups ils sont faux. Il y a des actes qui peuvent pas être faux. Quand on le déshabille, quand on le fout à poil au milieu de la scène, le mec est à poil au milieu de la scène. Et puis il y a d'autres moments où on sait pas trop si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais je vais pas tout dire parce que faut en garder un peu. Moi je me souviens d'un livre de Josette Ferral qui parlait de l'esthétique du choc. Et l'esthétique du choc, elle arrive quand il y a une intervention du réel sur scène. Mais une intervention du réel, par exemple comme quand Angelica Lidl se taille les veines. C'est du théâtre, c'est répété, mais c'est réel. Justement par rapport à ça, il fait appel à un texte de Mouawad. Il dit bah voilà, on va mettre une corde, un comédien, et le comédien va vouloir se pendre. Le public pourra le sauver ou ne rien faire, sans savoir si le comédien va réellement se pendre ou pas. Et c'est ce que Milo Rao disait en conférence de presse l'autre jour. Personne dans la salle ne veut intervenir dans ce genre de cas, parce que personne ne veut être l'idiot qui a cru que ça pouvait vraiment arriver. Sauf que je me souviens d'une performance dont on avait parlé avec justement Josette Ferral. Un des comédiens s'était évanoui et tout le monde pensait que ça faisait partie de la performance et tout le monde l'a laissé évanoui comme ça pendant des minutes entières. Ça se trouve c'est une légende urbaine, hein. Mais en tout cas ça m'avait frappé comme exemple. Toujours est-il que là dans le cas de Milo Rao, dans ce spectacle, on a beau savoir que la fiction est là, tous les codes qu'on nous a donnés de la fiction, on les retrouve dans cette scène atroce et pourtant ça nous atteint en pleine gueule. Je trouve que c'est intéressant qu'il questionne son rapport au théâtre documentaire parce que si vous avez vu ses précédents spectacles, c'est quand même souvent dans la reconstitution, notamment par exemple le procès de Ceausescu, c'est hyper violent. C'est hyper violent parce que la reconstitution est parfaite, on est dans l'illusion complète. Là d'un coup il nous donne les codes du théâtre et il nous montre que même quand on a les codes, ça fonctionne. Moi ça m'a complètement bouleversé. En plus, je trouve ça tellement intelligent, c'est tellement réfléchi cette façon de faire du théâtre. Je n'ai rien lu encore sur le spectacle, j'ai même pas voulu ouvrir la feuille de salle, alors que normalement je lis à chaque fois. J'ai même pas envie vraiment de savoir quel est le processus créatif. Ce que j'ai vu était tellement déjà si clair et si intéressant. Et là je vais au gymnase du lycée Mistral pour voir Trans Messenla. J'arrive pas du tout à prononcer cette partie en parenthèse, de Didier Ruiz. Et du coup on reste un peu dans le théâtre documentaire. Les toilettes sont très loin, vraiment très loin. Ça fait plaisir. Et bim, un petit coup d'émotion encore. Bon mais cette fois c'était aux applaudissements. Forcément là on s'est pris pendant 1h10 le récit de vie de 7 personnes trans
qui ont eu des vies franchement pas faciles pour la plupart. Beaucoup de rejets. Il y a beaucoup d'amour aussi, hein, mais il y a eu quand même beaucoup de rejets et beaucoup de discrimination. Et du coup, je sais pas, le fait de voir une salle se lever, applaudir, les applaudir leur récit, applaudir le courage aussi, d'être là, de témoigner, et ben ça fait quelque chose. Et d'ailleurs, j'étais pas le seul parce que ça a beau être la, je sais pas, 4e, 5e fois qu'il le joue. Sur scène, il y avait aussi des yeux embués. Ce que je note aussi, c'est que moi, bon élève, j'ai vachement regardé les interviews, les lexiques, les dossiers, les documentaires, enfin, et surtout la parole des personnes trans pour pas commettre d'impair, pour utiliser le bon vocabulaire, notamment ne pas dire transsexuel, ne pas mentionner les prénoms de naissance. Et puis là, en fait, bah, c'est eux qui parlent, ils sont beaucoup plus décomplexés que nous. Est-ce que j'étais complètement choqué notamment le terme transsexuel que je pensais qu'il avait été banni. Ils le disent plein de fois dans le spectacle, pas tous, ça dépend. Mais c'est ça qui est bien aussi à la limite, c'est que c'est vraiment une parole et chacun s'exprime en son nom et pas au nom d'une communauté. Et c'est pas non plus une démonstration universitaire sur la question. Il n'y a pas de généralité, il n'y a pas de principe, c'est juste le ressenti de chacun et chacune par rapport à leur identité et par rapport à comment ils veulent être appelés. On va oublier quand même les passages vidéo en transition. C'est complètement inutile, je sais même pas ce que ça fout là. Puis aussi il y a quand même une mise en avant des contradictions que peuvent apporter les stéréotypes de genre. Notamment je trouve ça intéressant d'entendre de la part d'un homme trans qu'il aurait aimé être un homme avec des seins par exemple. Ou de la part encore d'un autre homme trans qui dit qu'on peut être un homme sans pénis. Finalement je trouve que c'est une parole qu'on entend peu parce que souvent peut-être les documentaires ou les reportages ont une tendance à vouloir peut-être uniformiser, enfin je sais pas, en tout cas il y a quelque chose d'un peu consensuel dans les documentaires. Là finalement, comme c'est des prises de parole individuelles, et ben chacun dit ce qu'il veut sur qui il est. Alors regardez qui est dans la piscine, qui voulait vite s'intégrer au vlog. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bonsoir, bonjour. Ça va? Donc toute la culture, Amélie, ça va? C'est moi, bah ça va très bien, et vous? Ça va très bien, je sors de transe. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, j'ai trouvé ça très émouvant, évidemment. Attends, t'es pas dans le cadre. Je me remets dans le cadre, c'est ma première fois. Pour une fois, je peux dire ça. J'ai trouvé ça. C'est émouvant, mais il n'y a pas vraiment de démarche de mise en scène. La vidéo est assez La moche. vidéo, elle est moche. Putain, c'est violent tellement c'est moche. Mais quand même, moi je trouve que ce gars, que je connaissais avant, là, il y a un côté Almodovar du théâtre. Moi j'ai hâte, pas l'accent espagnol, les castillans comme ça. Moi j'ai kiffé. Almodovar du théâtre, Ouais. carrément. Ouais. Non, j'ai beaucoup aimé ce spectacle alors que normalement ça aurait pas dû me plaire. Parce que les amateurs sur scène qui racontent leur vie, normalement, pathos à mort et non. Là j'ai trouvé que c'était plutôt bien structuré. Ah ouais? Oui, parce que quand même Thomas Vergès il a fait un bon travail d'encadrement. Et ben, D'encadrement. justement, moi je trouvais qu'il avait vraiment coupé un peu à l'arrache, quoi. Bah, pas tellement à l'arrache, on a un début, un milieu, une fin, ce qui finalement dans une pièce c'est pas si mal. On a la genèse Oui. du projet, la réalisation du projet, la relation aux familles et la révélation, c'est-à-dire comment ça se passe dans leur vie de tous les jours. Bon, ben, en tout cas, vous avez fait connaissance avec la tornade Amélie. À bientôt. À bientôt.